Alors, bonjour à tous. Bienvenue au deuxième webinaire en direct organisé par l'Association canadienne pour les Nations unies, la section de Québec. Alors, je m'appelle Caroline Richard, je suis la présidente de la CNU Québec. Alors, notre premier webinaire du 4 juin dernier en compagnie de M. Justin Coulon fut un grand succès. Donc, je remercie chaleureusement tous les participants d'y avoir assisté en si grand nombre. Sachez qu'il est toujours possible de visionner le webinaire sur la page Facebook de la CNU Québec, mais également sur YouTube. Alors, le lien vous sera partagé là, dans l'espace clavardage de la plateforme en ce moment. Alors, toujours dans la perspective de poursuivre notre mission de sensibilisation et d'éducation et de vous offrir bien sûr du contenu de qualité, nous sommes heureux aujourd'hui de présenter une conférence de M. Philibert Baranianka. Donc, la conférence portera sur un sujet qui est particulièrement d'actualité, la création d'un fonds mondial pour la recherche médicale dans le contexte de la COVID-19. Je remercie chaleureusement M. Baranianka d'avoir accepté de participer à notre activité. C'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des gens qui nous proviennent de différents endroits dans le monde. Alors, juste avant de vous laisser avec notre invité, j'aimerais vous présenter rapidement notre association. Alors, la CNU Québec s'est créée en 2017. C'est une filiale de la CNU nationale qui, elle, a été créée en 1946. Alors, notre mission et de contribuer par des activités d'éducation, de sensibilisation, de mobilisation et de promotion à développer aussi au sein de la population de la communauté métropolitaine de Québec une meilleure connaissance de l'Organisation des Nations unies, mais également de ses idéaux et de ses programmes. Alors, on vise également, bien sûr, à faire connaître le rôle que joue le Canada au sein de l'ONU, mais on a vraiment comme objectif commun là, la quête commune de la paix, les droits de la personne, du développement équitable et durable et l'élimination de la pauvreté. Alors, je vous invite d'ailleurs à devenir membre de notre association en vous rendant sur notre site web. Je vous invite aussi à vous abonner à nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à notre infolette, afin de rester à l'affût de nos différentes activités et nos prochains projets. J'en profite également pour vous inviter à assister virtuellement à notre Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 25 juin prochain à 17h. Alors, les détails d'inscription vous seront également partagés dans le clavardage. Alors, j'invite maintenant Éric Duchesne à prendre la parole. Éric est administrateur de la CNU Québec depuis 2017. Il est professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Éric sera une fois de plus cette semaine le modérateur de la séance. Alors, à toi, Éric, et puis bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais agir comme modérateur pour cette conférence du docteur Baranianka. Je me permets, avant de commencer, de vous transmettre quelques directives. Je voudrais tout d'abord que vous preniez bonne note que cette présentation est enregistrée et qu'elle sera disponible sur YouTube d'ici quelques jours. Sous cette formule de webinaire, vos micros, vos caméras ont été fermés automatiquement. Toutefois, vous pourrez transmettre vos questions et vos commentaires sous l'onglet Q&A, donc questions et réponses, ou peut-être Q et A, si votre logiciel est en anglais. Vous retrouvez ça au bas de votre écran. Le cas échéant, je lirai une sélection de vos questions. Cependant, si vous désirez poser votre question ou formuler un commentaire, veuillez l'indiquer sous le même onglet. Il s'agit simplement d'écrire « j'ai une question »,« j'ai un commentaire » ou simplement le mot « question »,« commentaire ». Alors, on va vous donner le choix d'activer votre caméra si vous voulez le faire de visu ou tout simplement prendre la parole. Je vous encourage cependant à garder vos commentaires assez courts, qu'on aimerait donner évidemment la chance au plus grand nombre de participants de s'exprimer lors de cette conférence. Ceux et celles qui se joignent à nous par l'interface de Facebook Live pourront aussi, eux aussi, poser
leurs questions par l'entremise sur le média, mais ils ne pourront pas s'exprimer de vive voix. Donc, puisqu'il reste encore quelques places sur Zoom, vous verrez qu'on a activé sous le Facebook Live le lien pour venir nous joindre sur Zoom, ce qui va vous permettre à ce moment-là d'exprimer de vive voix votre question ou votre commentaire. Donc, au nom de la section de la grande région de Québec, de l'Association canadienne des États-Unis, c'est avec un immense plaisir que j'introduis le docteur Baranianka. Je me réjouis du fait, comme le mentionnait Caroline, que les participants proviennent de plusieurs continents, ce qui est le reflet de l'importance de l'enjeu discuté par notre conférencier. Je tiens à souligner tout particulièrement la participation des membres du réseau de chercheurs internationaux, pouvoir et société face au COVID-19. Donc, je sais que vous êtes nombreux à se joindre à nous et je suis certain que vous aurez d'excellents commentaires et de bonnes questions pour nous. Donc, pour présenter le docteur Baranianka, je veux dire qu'il est originaire du Burundi, mais qu'il séjourne ici au Québec depuis plusieurs années. Il est d'ailleurs détenteur d'un doctorat en études internationales de l'Université Laval, où il s'est spécialisé dans le domaine des relations internationales et du droit international. Donc, à partir de cette perspective multidisciplinaire, il s'intéresse à la problématique des brevets et de l'accès aux médicaments dans les pays en développement par l'approche des biens publics mondiaux. Donc, pour lui, ce n'est pas un enjeu qui est la saveur du jour. Donc, il n'a pas attendu la pandémie pour s'intéresser à cet enjeu-là. Il y travaille depuis de très nombreuses années. Je soulignerai finalement que le docteur Baranianka a aussi enseigné à l'Université du Burundi et à l'Université de Sherbrooke, ici au Québec. Donc, sur ce, je vous donne la parole, M. Baranianka. Merci beaucoup, M. Eric. Merci aussi à Caroline et à tout le réseau des Nations Unies au Québec de m'accorder cette occasion de vous présenter en quelque sorte les résultats de mes recherches doctorales que j'ai effectuées à l'Université Laval, comme le professeur Eric l'a bien souligné. Alors, comme il a dit, je travaille sur cette question depuis longtemps, donc depuis 2009, au début de mes recherches, alors que au début, je m'intéressais à la question de l'accès aux médicaments pour les pays en développement, l'accès aux médicaments qui étaient limités par les brevets. Donc, les nouveaux médicaments puisqu'ils coûtent cher, ne peuvent pas être accessibles à la plupart des personnes, des populations des pays pauvres. Et la conclusion à l'issue de mes recherches était que la solution la plus adaptée était de créer un fonds mondial dédié à la recherche. On va y revenir. Alors, c'est un plaidoyer ce qu'on va faire aujourd'hui, mais cette fois-ci adapté à la situation dans laquelle on est, situation suscitée par la pandémie causée par le virus de COVID-19, qui a mis en quelque sorte au bout du jour mes recherches, mais pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté. Je ne m'attendais pas à avoir raison aussi rapidement. Mais sur le plan théorique, il était évident que cette situation devait arriver et si on ne on ne fait pas attention, d'autres situations vont arriver dans les années ou les décennies à venir. Alors, la proposition de créer un fonds public mondial dédié à la recherche, il part d'un fondement théorique
assez intéressant et assez solide, c'est la théorie des biens publics mondiaux. Alors, on va voir c'est quoi les biens publics mondiaux, on va voir c'est quoi les caractéristiques, et après, on va passer un petit peu en revue les missions qui seraient confiées à ce fonds ainsi que les sources de financement. Alors, c'est quoi les biens publics mondiaux? Certains auteurs les définissent comme étant des biens appartenant à l'ensemble de l'humanité et qui doivent être considérés comme des éléments dont chacun est responsable pour la survie de tous. Les autres définissent les biens publics mondiaux comme étant des ressources ou des biens produisant des conséquences positives transcendant les frontières des pays, ayant un intérêt pour le développement et la réduction de la pauvreté et ne pouvant être mises en œuvre sans une action concertée de la communauté internationale. Donc d'ici, on a un concept bien public, mais aussi mondiaux. Probablement que les gens connaissent beaucoup plus les biens publics au niveau interne, mais la nouveauté est que ces biens publics, il y en a certains qui transcendent les frontières, qui sont donc internationaux, qui sont mondiaux. Cette distinction des biens publics nationaux par rapport aux biens publics mondiaux nous permet d'avoir les caractéristiques. Donc, on va avoir les caractéristiques des biens publics au plan interne. Ces caractéristiques reviennent aussi dans la définition des biens publics mondiaux. Et après, on va voir qu'il y a deux caractéristiques essentielles qui nous permettent de dire que ce bien est un bien public mondial. Alors, la première caractéristique d'un bien public, qu'il soit interne, donc national, ou qu'il soit international, c'est la non-exclusivité. Par là, on veut dire tout simplement qu'on ne peut pas empêcher une personne d'y avoir accès. Du moment que le bien est créé, il est disponible pour tout le monde. On ne peut pas empêcher les personnes d'y avoir accès sans piétiner leurs droits. L'exemple qu'on donne souvent, qui est évident pour tout le monde, c'est le cas d'une route. Une route, du moment qu'elle est construite, on ne peut empêcher personne d'y avoir accès, de l'utiliser pour se rendre d'un point A à un point B. On peut mettre des barrières, ou on peut mettre des péages, mais la limitation de l'utilisation de ces biens produit un effet que finalement ce bien ne deviendra pas rentable et donc un particulier ne pourra pas être intéressé à tracer une route qu'il va utiliser tout seul. Ça serait non viable, non rentable. Donc, on ne peut pas exclure les personnes d'utiliser les biens publics. L'autre exemple, c'est les plages publiques. Il y en a plein d'autres. Contrairement à des biens privés, disons, prenons par exemple une orange, une pomme ou votre téléphone portable, du moment que vous l'avez, il vous appartient, il n'y a aucune autre personne qui peut l'utiliser, qui peut l'avoir. Donc, vous l'avez, c'est pour vous, et du moment qu'il vous la possédez, vous avez la liberté, le droit d'empêcher toute autre personne d'y accéder. Donc, ça, c'est la première caractéristique d'un bien public, la non-exclusivité. La deuxième caractéristique, c'est la non-rivalité. La non-rivalité implique que l'utilisation d'un bien n'empêche pas les autres de l'utiliser ou n'épuise pas le bien en question. Une fois que le bien, vous l'avez utilisé, vous le laissez comme tel, il reste pour les autres pour pouvoir l'utiliser comme il est dans l'entier. C'est là, on va toujours revenir à l'exemple de la route. Une fois que vous êtes passé par là, par cette route, vous la laissez comme telle pour les autres utilisateurs qui vont l'utiliser par après. Donc, il n'y a pas la possibilité de l'épuiser. Elle reste entière. Par contre,
pour une pomme, une orange ou votre téléphone à vous, une fois que vous l'avez utilisé, une fois que vous avez mangé la pomme, vous l'avez détruit. Il n'existait plus pour les autres. Donc ça, c'est la distinction entre les biens publics et les biens privés. La troisième caractéristique qui définit ou détermine un bien public par rapport au bien privé, c'est la non-imputabilité ou la non-divisibilité. On ne peut pas diviser un bien public. On l'utilise en entier ou on ne l'utilise pas. Et la même chose, on ne peut pas produire une petite partie du bien et laisser l'autre partie aux autres. Une route, vous ne pouvez pas la diviser en plusieurs morceaux et les perdrez tout son sens. Donc, pour l'utiliser, même si vous êtes seul, vous devez l'utiliser du point A à B en entier. On ne peut pas dire, OK, vous allez utiliser une seule partie et puis garder l'autre. Donc, on ne peut pas diviser. La même chose, on ne peut pas dire, pour construire la route, vous allez payer 1 kilomètre et puis l'autre va mettre 1 kilomètre. Oui, vous aurez financé, mais ça va rester 2 kilomètres, ça ne sera pas la route au complet. Donc, on ne peut pas la diviser, ou en tout cas, on ne peut pas assigner à une seule personne la possibilité de produire cette route ou ce bien public en général. Ça, c'est les caractéristiques communes, qu'ils soient pour les biens publics nationaux ou les biens publics mondiaux. À côté de ces trois caractéristiques qu'on vient de déterminer, il y a deux caractéristiques qui s'ajoutent pour distinguer les biens publics nationaux des biens publics mondiaux. La première caractéristique, elle va de soi, c'est l'universalité de ces biens. L'universalité signifie que ces biens, leurs besoins ou leurs usages ou leurs effets ne se limitent pas aux frontières d'un pays. Les effets sont internationaux, les bienfaits ou les méfaits du manque de ces biens et se répercutent au niveau mondial. On va donner l'exemple de la couche d'ozone, qui est l'exemple connu donné par la plupart des spécialistes. La couche d'ozone, les bienfaits de la protection qu'elle assure à la Terre ne peuvent pas être limités à un seul pays. Elle transcende les frontières et les protège la plupart de la totalité de l'humanité, quel que soit l'endroit où vous trouvez sur la planète. Il en est aussi de certaines forêts, par exemple la forêt amazonienne. Il est maintenant prouvé que cette forêt, les bienfaits ou les effets sur le maintien du climat de la planète transcendent les frontières des pays où cette forêt est hébergée. Il y en a d'autres exemples, on va y revenir, on va voir qu'il y a eu des mécanismes qui sont en place pour les sauvegarder. L'autre caractéristique, c'est l'intemporalité des biens publics mondiaux, c'est-à-dire que leur utilité ou leur consommation intéresse ou concerne ou est bénéfique, non pas pour les générations présentes, mais pour les générations à venir aussi. Donc, il ne faut pas, une fois que ces biens sont produits, il concerne non seulement les générations actuelles, mais aussi les générations qui vont venir et vont les utiliser dans les années, les décennies et les siècles à venir. Ils sont intemporels parce qu'effectivement, leurs limites, on ne peut pas les limiter dans le temps. Alors, on va voir comment est-ce que la recherche médicale répond à toutes ces caractéristiques, ces 5 caractéristiques dont j'ai déjà énuméré et expliqué, la non-exclusivité, la non-rivalité, la non-imputabilité, l'universalité et l'intemporalité. Ici, j'aimerais faire une précision qui est de taille.
quand je parle de bien, je ne parlais pas de médicaments. Parce que les médicaments, les médicaments en eux-mêmes, la dose qui est attribuée à une personne, cette dose, elle est rivale. Parce qu'une fois une personne l'a utilisée, il l'a détruite, il ne peut plus être utilisé par d'autres. Elle est exclusive parce que si on l'a déjà attribuée à quelqu'un, aucun autre ne peut y avoir accès. Elle appartient à quelqu'un. Et puis, on peut aussi déterminer le coût d'une seule dose. On peut dire ça va coûter 10 $, 5 $, ainsi de suite. Et puis, la personne va payer le montant que les industriels ont redéterminé comme quoi étant le prix, le coût de production de cette dose. Ce que je parle ici, ce sont les découvertes, les innovations, la formule elle-même qui est utilisée pour produire le médicament. Cette formule ou le procédé pour produire le médicament, il est non rival. C'est-à-dire que l'utilisation de cette formule pour produire la dose n'entame pas la possibilité de l'utilisation par d'autres personnes. Elle est aussi la formule pour produire un médicament X, disons un médicament pour traiter la COVID, s'il y en a, et la formule qui va être mise au point par les chercheurs, elle est non exclusive puisque je ne sais pas si la plupart, peut-être que j'aurais dû commencer par expliquer un peu les brevets, ça me ramène à expliquer un peu. Pour avoir un brevet sur un médicament, il faut rendre public votre formule et que tout le monde puisse y avoir accès. Et là, la société vous accorde de la protection que personne d'autre ne va l'exploiter, ne va l'utiliser sans votre consentement ou sans vous avoir payé en retour, en compensation ou en rémunération des efforts que vous avez consentis pour produire le médicament. Donc, pour produire plutôt pour faire la recherche et mettre au point la formule ou le procédé de produire ce médicament. Donc, le fait d'avoir un brevet remet à la disposition de tous la formule. Si vous le gardez, si vous avez la formule ou le procédé que vous le gardez dans vos tiroirs, il n'y aura pas de brevet, il sera donc inaccessible. Donc, ce n'est pas un bien public, ça n'intéresse personne. Vous pouvez garder pour vous. Il y en a probablement des idées qui sont géniales, mais qui ont été gardées par les auteurs, qui n'ont pas été rendues publiques et qui ne sont pas à la disposition de tout le monde. Ces idées ne peuvent pas être couvertes par un brevet. Mais le fait de le mettre à la disposition de tout le monde fait que votre idée devient accessible et du coup, elle devient non exclusive. Donc, le brevet a pour objet de transformer un bien privé en bien public, notamment en ce qui concerne les innovations et la recherche. Donc, ce sont ces données-là qui concernent la recherche, les mises au point, les innovations qui sont intéressantes et qui concernent la non-exclusivité. Elle est aussi la formule non imputable parce qu'on ne peut pas dire que le fait d'avoir utilisé un médicament issu de la formule, vous avez payé la partie qui a permis de mettre au point cette formule. On estime aujourd'hui que pour mettre au point, pour faire les recherches et faire les essais cliniques et franchir toutes les étapes d'approbation par les autorités sanitaires, ça prend environ plus d'1 milliard de dollars pour un médicament, un seul médicament. Et on le voit maintenant avec la pandémie qu'effectivement, ça demande beaucoup d'argent et d'autant, vu que maintenant, on n'est pas rendu à une étape qui puisse nous donner un médicament qui soit défini comme étant un médicament pouvant être utilisé pour soigner le virus qui est causé par le coronavirus. Donc, il n'est pas imputable à une seule personne de mettre au point un médicament,
de mettre au point la formule. Même les entreprises qui le font, ils le font à d'importants fonds. Donc, c'est pour ça qu'ils répercutent après. Ils ont 20 ans pour se faire payer, pour se faire rembourser. Et les innovations qu'ils ont faites, ça, c'est la règle générale qui est déterminée par l'Organisation mondiale du commerce. C'est 20 ans de protection d'un brevet. Il y en a des pays qui peuvent donner plus, mais les 20 ans, c'est le délai est minimum déterminé par l'accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. La formule aussi répond à la troisième caractéristique qui est l'universalité. On va le voir dans les prochaines minutes, que la mise au point de cette formule où la découverte des médicaments produit les effets qui vont au-delà des frontières nationales. Un médicament qui est utilisé ici au Canada pourra produire les mêmes effets que s'il est utilisé dans un autre pays, au Burundi par exemple, ou en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, le fait de l'utiliser dans un pays conduit aussi qu'on peut l'utiliser, on peut produire aussi ce médicament dans ces pays. Et les bienfaits aussi de ce médicament peut engendrer des bienfaits bénéfiques pour d'autres pays. On l'a vu, le virus, il est parti de Chine. S'il y avait eu un médicament qui l'aurait arrêté de la ville de l'Est de la Chine de Wuhan, le virus se serait arrêté et l'humanité aurait été sauvée. L'autre exemple, on peut donner l'exemple de la rougeole, qui a été éradiquée. Et maintenant, les générations où maintenant il n'y a pas d'autres pays, plusieurs pays où il y a encore la rougeole parce qu'il y a eu le vaccin qui a été mis au point et qui a permis de l'éradiquer, en tout cas en grande partie, même si il y a des relances de pandémie, de cette pandémie dans certaines régions, mais qui sont vite contrôlées parce qu'il y a des médicaments là. La formule, la découverte ou l'innovation qui met au point un médicament, elle est aussi intemporelle parce que les générations présentes vont en bénéficier, mais aussi les générations à venir vont en bénéficier. C'est dans le cas où la pandémie revenait et aussi on voit que la rougeole a été vaincue il y a plusieurs années et que maintenant les générations, notre génération et même les générations à venir ont bénéficié un monde qui est exempt de la rougeole, qui n'est pas en tout cas. Donc, on considère aussi que s'il y a un médicament aujourd'hui contre le coronavirus, va faire qu'on ne va pas y avoir dans les années à venir. Donc, ça, c'est ce qui fait que, comme sur le plan interne, le financement d'un bien public se fait sur des fonds publics, la transition est vite faite, même s'il y a des réserves à faire, que la production d'un bien public mondial qui remplit toutes ces caractéristiques devait se faire au niveau aussi, le financement devait se faire au niveau mondial. Ça prend donc des mécanismes pour assurer la production de ces biens mondiaux et ce mécanisme, c'est la mise au point de ce fonds mondial qui est dédié à la recherche, dont l'émission sera de coordonner et de financer les recherches sur les pandémies et aussi sur les maladies négligées, parce qu'on sait que maintenant, si une maladie est négligée maintenant, elle pourra devenir une maladie à caractère général. Une maladie négligée, c'est une maladie qui est localisée dans une région. Disons par exemple le paludisme, c'est une maladie qu'on considère comme une maladie négligée par les films occidentales, par les sociétés pharmaceutiques occidentales, parce que ce n'est pas une maladie qui touche les pays du Nord, elle touche une partie de l'Afrique, des pays qui sont sous les tropiques, et ces pays sont considérés comme des pays à faible revenu,
et c'est pour ça qu'ils sont négligés. On n'investit pas beaucoup d'argent pour faire ces recherches parce que ce n'est pas rentable. Mais n'empêche qu'une maladie négligée aujourd'hui peut être une maladie qui touche beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça que le fonds aura la mission de coordonner la recherche et de financer la recherche sur ces maladies. La deuxième mission, il aura aussi la mission de racheter et de rendre public et libre de brevets, de licences, plutôt libre d'accès, les brevets qui portent sur les médicaments ou les innovations les plus importantes dans le domaine médical. On estime que ce n'est pas toutes les années qu'on a les inventions les plus importantes dans le domaine. La plupart des firmes pharmaceutiques ne font que recycler les médicaments qui existent pour les voir s'ils peuvent s'adapter ou répondre à telle ou telle autre maladie. On le voit maintenant avec la recherche qui sont menées sur l'hydroxychloroquine, qui est une molécule, un médicament qui est là depuis 70 ans, mais qu'on essaie maintenant, qu'il y a beaucoup de recherches qui sont, et même de controverses qui sont mises pour voir si ce médicament peut répondre au coronavirus. Donc, il n'y a pas beaucoup de médicaments qui sont vraiment innovants aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que le fonds soumettrait pour financer les recherches de grande envergure pour plusieurs maladies qui guettent l'humanité, dont tous les types de cancers, ainsi de suite. Donc, là, une fois l'idée est soutenue par un substrat théorique assez convaincant, en tout cas à mon avis, et aussi lorsque j'ai soutenu ma thèse, les arguments théoriques étaient assez solides, et il le reste même aujourd'hui, sauf qu'il y avait beaucoup de scepticisme à propos de la volonté des États de participer à ces fonds, et ce fonds, effectivement, demandait beaucoup d'argent de financement. Il y aurait des contributions étatiques du moment qu'on décide que le fonds va être créé, bien sûr, va être créé par un accord, une convention, un traité, et ce traité va fixer les modalités de financement qui pourraient être des contributions statutaires, c'est-à-dire que le traité lui-même détermine la participation des États, ou volontaires, selon les modalités que les pays peuvent eux-mêmes se décider. On verra probablement, peut-être dans la période des questions, qu'il y a effectivement des types de fonds, de mécanismes de financement qui sont volontaires puis qui sont viables. On peut aussi instaurer une taxe sur certains produits, une taxe internationale sur certains produits qui pourrait financer le fonds. On a maintenant une taxe qui existe déjà, une taxe internationale sur les billets d'avion, même si ce n'est pas beaucoup de pays qui ont participé. C'est un exemple qui montre que ce genre de financement existe. Cette taxe permet de financer l'achat des médicaments pour les personnes atteintes des maladies comme le paludisme, le VIH-Sida, pour les pays en développement, les pays les moins avancés, au sein du fonds qui s'appelle UNTAID. Donc, c'est une taxe qui existe, qui a été impulsée par le président Jacques Chirac et qui continue même maintenant, et puis même s'il n'y a pas beaucoup de fonds, au moins ça fonctionne, on sait, sauf qu'il y a peu de pays qui ont participé à cette taxe. Il peut aussi, ça c'est traditionnel, il y aura des dons et des legs, des fondations privées, caritatives, des entreprises. Ça, ils pourront participer au fonds, effectivement, et cela permettrait de financer ce fonds. Je ne sais pas s'il me reste un peu de temps, je ne pense pas. J'allais donner quelques exemples de fonds internationaux dans le secteur de l'environnement. Il y en a un fonds mondial pour l'environnement où on a créé un fonds, par exemple, qui a été créé par le protocole de Montréal pour la protection de la couche d'ozone. C'est un fonds qui a été mis sur point dans 1992, si ma mémoire est bonne, qui avait pour mission de protéger la couche d'ozone parce qu'à ce moment-là, la couche d'ozone était il y avait un grand trou
Et il y avait des substances qui détruisaient la couche d'ozone qui étaient produites par les frigos et les moteurs des frigos. Donc, on a financé les recherches, ce fonds financé les recherches pour remplacer ces substances et intéresser les entreprises à ne plus utiliser ces substances dans la fabrication des frigos et des autres éléments réfrigérateurs. Et le fonds, il est présenté comme maintenant un fonds à succès parce que maintenant la couche d'ozone ne représente plus un danger pour l'humanité parce que dès qu'il y a eu arrêt de l'utilisation de ces substances, maintenant la couche d'ozone s'est régénérée, donc ce n'est pas, suffisamment régénéré, mais il n'y a plus de danger. Et puis le fonds continue à financer pour que effectivement la couche d'ozone continue à se mettre à bien se porter. Il y a aussi le fonds vert qui a été mis sur pied ou est en train d'être mis sur pied pour financer les mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Ça a été créé dans le cadre des conventions des COP 21 notamment, ou des conventions pour le climat. Et lors de cette conférence de la COP 21, il a été décidé qu'on va la mettre. Et puis, le COP 22 aussi a renforcé l'idée. Mais les pays ne participent pas. Il y a beaucoup de promesses, environ 100 milliards, je pense, mais qui n'ont pas été, qui prennent du temps à se mettre en place. Mais au moins, l'idée est là, même si les pays ne participent pas comme il faut, au moins, ce n'est plus une question à démontrer, c'est déjà acquis. Il reste seulement à mobiliser les gens autour de ça. Alors, dans le domaine de la santé, je donnais l'exemple de l'UNITAID pour faciliter l'accès aux médicaments. Il y a aussi le fonds global, mais qui est financé par les donateurs privés, mais aussi, il y a aussi le Gavi pour les vaccins. Et qui est aussi, d'ailleurs, dernièrement, il y a eu la conférence des donateurs des pays qui se sont mis en place, en accord pour financer les vaccins. S'il y a vaccin contre le COVID, il y a environ un fonds de 8 milliards qui a déjà été adopté pour financer les vaccins s'il y en a, et ça sera géré par le Gavi. Mais c'est pour les vaccins. Et c'est pour acheter les vaccins, c'est pas pour la recherche. C'est pour ça que moi, au lieu de financer l'achat des médicaments ou l'achat des vaccins, plutôt financer la recherche. Et du moment que la recherche, le financement, la recherche a été financée par le fonds public, ça va être accessible à tout le monde. Et les entreprises qui produisent les produits génériques, les petites entreprises dans tous les pays, environ tous les pays ont une petite entreprise de production, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils doivent payer les fonds, les brevets, les licences, et ça les limite. Mais du moment que la recherche a été financée par les fonds publics mondiaux, et toutes les entreprises vont avoir accès à l'innovation et pourront produire les génériques à moindre coût, et ça sera accessible pour tout le monde. Donc, voilà, voilà la fin de ma présentation. Bien évidemment, il reste beaucoup de questions sur lesquelles on doit travailler. Et bien évidemment, je vous invite aussi à toutes les personnes qui suivent cette présentation d'apporter leur idée. On est encore au début, mais on va continuer les recherches pour voir si effectivement demain on va y arriver. Merci Eric, et à vous la parole. Merci beaucoup, cher docteur Baranianka, pour cette excellente présentation qui, je n'en doute pas, suscitera de nombreux commentaires et questions. Nous en avons déjà reçu quelques-unes. Donc, pour ceux et celles qui sont joints à nous en cours de route, je vais quand même rapidement répéter quelques directives pour la période de questions. Donc, je vous rappelle que la présentation est enregistrée et qu'elle sera disponible plus tard sur YouTube. Je vous encourage à prendre la parole avec vos questions et vos commentaires. Donc, pour l'instant, vos micros et caméras sont fermés.
Mais si vous m'indiquez dans la section questions et réponses que vous voulez prendre la parole, ce sera avec grand plaisir qu'on vous donnera la parole. Sinon, vous pouvez simplement rédiger vos questions, comme certains l'ont déjà fait, et je me ferai un grand plaisir de lire le moins, une sélection de vos questions. Je vous encourage quand même de garder vos commentaires assez courts pour donner la chance au plus grand nombre de participants de participer. Et finalement, ceux qui se joignent à nous par Facebook Live n'auront que l'option de rédiger leurs questions. Sinon, ils peuvent se joindre à nous. Vous pouvez voir aussi le lien pour venir se joindre directement aux autres. Donc, pour la première question, je vais quand même me permettre d'abuser un peu de mon pouvoir de modérateur pour la première question. Donc, M. Baranianka, donc, nous savons pertinemment qu'il est difficile d'achever un niveau de coopération internationale pour la réussite d'un projet tel que celui que vous proposez. On n'a qu'à penser à la lutte au changement climatique ou le combat contre l'évasion fiscale. C'est d'autant plus le cas considérant le recul du leadership international des États-Unis. Donc, ici, je me permets de souligner la question de Philippe Grégoire dans l'onglet questions et réponses qui dit comment est-ce que ça peut se réaliser sans l'apport des États-Unis, ce fameux projet. J'ai aussi dans un courriel que j'ai reçu directement de Tbilissi en Géorgie, Mme Leila Seraldizé qui note que aussi les escalades verbales sino-américaines concernant l'origine et les efforts qui sont mis dans le combat contre la COVID-19. Elle exprime aussi de sérieux doutes qui sont partagés par l'administration américaine sur la gestion de la pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Je me permets aussi de souligner, malgré le fait que l'Union européenne là, semble vraiment très près de votre propre vision sur la création de ce fonds international-là. Malgré ça, il y a 4 de ces États membres, là, principalement l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, qui viennent tout juste de signer une entente exclusive avec la firme anglo-suédoise AstraZeneca pour la distribution exclusive de 400 millions de doses à leurs concitoyens. Donc, il semble très difficile de pouvoir passer de la parole aux actes. Donc, ma question est simple. Dr. Baranianka, que répondez-vous aux critiques qui prétendent que la création d'un Fonds mondial des médicaments et des vaccins est un projet que l'on peut qualifier de utopique? OK. Bon, merci pour la question. Il n'a jamais fait de doute pour moi, après mes recherches, que le mieux pour tout le monde, le mieux pour l'humanité, c'est de mettre en commun les moyens pour arriver au bout de ces défis qui transcendent les frontières. Le fait de vouloir chacun faire de son côté sera nécessairement limité et va engendrer les catastrophes parce que, comme je l'ai dit dans ma présentation, la maladie, pour prendre l'exemple de la pandémie, elle est partie de Chine. Les pays se sont barricadés, se sont enfermés sur eux-mêmes, les uns plus rapidement que les autres, mais le mal a été fait, tous les pays ont été touchés et aucun pays ne peut dire qu'il n'a pas été concerné. C'est plutôt utopique de vouloir rester dans sa bulle, vouloir combattre une pandémie mondiale ou un défi majeur qui transcende les frontières, au lieu de se mettre avec les autres pour le combattre ensemble. Donc, l'utopie plutôt, c'est de rester
isolé et on a vu que ça a des limites. C'est plutôt l'ouverture, la collaboration, la coopération. Je comprends que les États-Unis maintenant, ils ont un leadership qui effectivement est attiré par cette idée de rejet des autres, de rejet de la coopération, du chacun pour soi. Mais bien évidemment, c'est limité. Ça ne va pas sauver les États-Unis, ça ne va pas sauver les pays européens qui veulent avoir leur vaccin à eux seuls. Si tous les autres pays ne reçoivent pas le vaccin, la maladie va rester dans ces régions-là et à un moment donné, elle pourra développer des résistances et pourra revenir en Europe. Donc, c'est plutôt une bonne chose que tout le monde soit vacciné et accès aux médicaments s'il vient à y avoir, plutôt que de seulement protéger sa population. C'est plutôt ça l'utopie que de travailler ensemble. C'est plutôt l'utopie qui est de travailler tout seul que travailler ensemble. Donc, si je résume, l'utopie provient du fait à ce moment-ci, de ne rien faire. De ne rien faire, oui, exactement. J'ai quand même une question un peu dans le même sens. De la part de Pierre Guimond. Pierre souligne que présentement, là, il existe déjà des cas de médicaments contre le paludisme, l'artémisia. Donc, les gouvernements africains ne peuvent officiellement distribuer à leurs citoyens en raison du refus de l'Organisation mondiale de la santé d'en autoriser l'usage pour ce qui semble être l'opposition de pays à forte industrie pharmaceutique comme la France et la Suisse. Donc, selon Pierre, est-ce que ce cas-là n'illustre pas l'ampleur des défis du concept de biens publics internationaux et de la limite d'une organisation internationale comme l'OMS du fait de sa constitution et de son mode de fonctionnement? Ben, à ce que je sache, oui, l'OMS a déconseillé l'usage de l'hydroxychloroquine pour soigner le COVID, mais la plupart des pays africains utilisent ce médicament pour traiter. Il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de rapports qui font que les pays comme le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Ouganda, le Kenya utilisent pour soigner les populations qui ont été atteintes par la quinine, en fait, parce que ce médicament, il est disponible en Afrique, il est même en accès libre. Les gens n'ont pas besoin de l'accord d'un médecin pour aller chercher ce médicament qui était déjà utilisé chez nous dans nos pays d'origine pour soigner le paludisme. Donc, les médecins, du moment où ils n'avaient pas beaucoup de solutions à offrir aux patients, ils ont, pourquoi pas, utilisé le médicament et apparemment, ça fonctionne. Je dis apparemment parce que j'ai pas fait les enquêtes et apparemment, en tout cas, ça limite les dégâts. Oui, le fait que ça soit interdit en Europe, en France, en Suisse, on peut comprendre l'idée qui est derrière. Parce que ce médicament, il ne coûte rien. Il n'y a absolument rien il ne va pas apporter beaucoup d'argent ou de richesse pour les pays, les personnes ou les entreprises qui sont en train d'investir des grandes recherches pour trouver un médicament, notamment la compagnie Gilead qui a mis au point un médicament qui était destiné à soigner l'Ebola, mais que finalement, l'investissement s'est révélé un désastre puisqu'il n'y a plus d'Ebola à traiter. Donc, ils essaient de transférer le médicament de l'Ebola vers le COVID, mais ce médicament, il est aussi, il est apparemment non sans effet sur le coronavirus. Donc, c'est pour ça qu'ils essaient. Bon, moi, je soupçonne plutôt, en tout cas, un enjeu financier derrière le fait d'interdire l'hydroxychloroquine parce que ce médicament, ils disent qu'il a un effet dévastateur. C'est pas vrai. Moi, je l'ai pris ce médicament pour me soigner contre le paludisme.
Et on se fait soigner avec ce médicament au Burundi, en tout cas le pays que je connais le mieux. Ce médicament, c'est le dernier recours que les gens ont pour se faire soigner contre le paludisme. Donc, c'est un médicament qui n'est pas du tout mortel, il soigne les gens. Donc, c'est plutôt des enjeux financiers. Alors, pour revenir à la question concernant qu'il y a des... Oui, c'est pour effectivement couper court avec ces spéculations des entreprises, des firmes pharmaceutiques qui veulent gagner de l'argent sur la santé des personnes. Parce que ce qui les intéresse en investissant, c'est leur argent, c'est avoir leur argent. Ils s'en foutent. Bon, ils ne s'en foutent pas, c'est une façon de dire. Ils ne sont pas du tout... la priorité pour eux, ce n'est pas la vie des gens, c'est pas la vie des... C'est le fait de retourner dans leurs investissements et tous les moyens sont bons. Ce qui fait que pour moi, ce qui m'a poussé déjà au début de mes recherches à dire que c'est un domaine tellement important que le financement privé ne peut pas remplacer les financements publics. Parce que le marché, avec des enjeux comme ça, le marché ne peut pas financer. D'ailleurs, le médicament qui pourra probablement être mis au point pour soigner ou vacciner contre le coronavirus, il y a beaucoup de mécanismes juridiques qui pourraient permettre les pays de l'utiliser sans payer un sou à cette compagnie. Même si les pays européens sont entendus, c'est leur droit, mais cela ne va pas empêcher l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, les pays qui ont des infrastructures assez performantes pour produire les génériques, pour soigner ou vacciner leur population, puisque ça serait légal. Il y a des mécanismes, des exceptions qui vont les permettre de protéger les populations. Et cette décision ne pourra pas être attaquée devant l'OMC parce qu'elle sera légale. Donc, c'est pour ça, vous dire que pour des questions de pandémie comme ça, déjà reconnues par l'OMS, investir dedans pour les firmes pharmaceutiques, c'est un investissement périlleux. Merci beaucoup. Justement, en continuité de ce que vous venez de dire ici, j'ai deux bonnes questions qui sont liées. La première nous vient d'Étienne Leblanc-Lavoie, qui demande est-ce que cette approche par le financement public exclut des recherches parallèles en concurrence, lesquelles démultiplient la possibilité d'innovation? Un peu lié à ça aussi, j'ai la question de Ève Chalifour qui demande comment assurer une allocation des fonds dirigés vers les innovations les plus prometteuses et non vers les entreprises politiquement plus susceptibles de recevoir ce genre de subventions. Donc, les grandes pharmaceutiques, les entreprises basées dans les pays qui financent le plus, ces choses-là. Et j'en ajouterais peut-être une autre, je crois que j'essaie de retrouver la question, je pense que c'était Jean-Michel Devoire, je me trompe un peu, c'est comment va être administré ce fonds-là? Comment, là, qui va être en charge, qui va prendre les décisions? Donc là, on a trois questions qui sont un peu liées. La première, est-ce que ça exclut la recherche privée? Est-ce que ça va tout sous ce fonds-là? La deuxième, comment s'assurer que le fonds va être dirigé vers les bons endroits? Et finalement, ben, ça nous amène à la question, ben, qui va administrer ça, ce fonds-là? OK. Bon, ça c'est une question pratico-pratique en fait. C'est une question qui n'est pas difficile à gérer parce qu'il y a déjà des précédents. Je vous ai donné l'exemple du Fonds pour l'environnement mondial qui est basé à Montréal, qui a un comité, un conseil d'administration qui gère, qui décide comment on finance, quel projet financer. Donc, ça, il y aura des organes, bien évidemment. Il y aura des équipes. C'est pas moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt le principe.
l'idée, l'adoption. Et puis la gestion, il y aura des équipes, des médecins, des personnes qui sont compétentes dans le domaine pour déterminer telle recherche, elle est prometteuse ou elle ne l'est pas. Et puis, une recherche prometteuse peut se révéler un fiasco, en fait, mais au moins, le but de financer la recherche, ce n'est pas nécessairement à aboutir à un médicament. Au moins, on aura fait la recherche et puis fermer cette porte, comme on dit, si elle n'aboutit pas. Donc, ça, c'est une question d'administration qui pourra être traitée ou résolue dans le cadre du traité, de l'accord de création du fonds. Donc, ce n'est pas une question que moi, en tant qu'une personne toute seule, va régler, mais il y a déjà des précédents de gestion de fonds mondiaux. Par exemple, je vous donne l'exemple de son fonds pour l'environnement mondial, l'exemple de l'UNITAID pour l'achat de médicaments. Ce sont des fonds déjà, le fonds global aussi, ce sont des fonds qui existent, qui sont gérés et on pourra se référer sur ces fonds et puis en ajouter. Donc ça, c'est une question honnêtement qui est beaucoup plus pratique, qui n'est pas au niveau fondamental. Ce n'est pas une question de recherche fondamentale pour convaincre les pays à adhérer. La gestion devient, puisqu'il y a beaucoup, on gère le FMI, on gère la Banque mondiale, il y a beaucoup de moyens, on a des exemples de comment gérer les fonds et financer, sélectionner les recherches et financer ceux qui sont prometteurs. Alors, comment est-ce que, l'autre question, est-ce que la recherche privée va continuer? Bien évidemment. Elle va continuer. On ne va pas empêcher les firmes pharmaceutiques de continuer les recherches. D'ailleurs, l'autre mission du fonds sera de racheter une recherche, une innovation qui serait découverte par une firme privée, une entreprise privée. Et si cette innovation est prometteuse, elle est innovante, le fonds aura les capacités d'aller désintéresser immédiatement avec des négociations, bien évidemment, le fonds, plutôt l'entreprise, pour mettre immédiatement l'innovation à la disposition de tout le monde. Ça, c'est l'une des missions, effectivement, du fonds. Mais sinon, la recherche privée va continuer. Mais moi, je parle des recherches sur les maladies qui ne sont pas rentables pour l'instant, toutes les sortes de cancers où on voit que finalement, il n'y a pas beaucoup d'investissement dedans. En tout cas, s'il y en a, c'est au niveau local. Les maladies négligées, on connaît que ce sont des bombes à retardement pour l'humanité, ainsi de suite. Justement, à ce sujet-là, le fait qu'il peut y avoir de la recherche en parallèle, privée, publique, bon, ça va de soi. J'ai une question de Pathé Diop qui nous vient de Lille en France, justement qui souligne qu'un fonds public pour les médicaments suppose bien évidemment que pour son financement, ça va venir principalement des États. Donc, il se pose la question de la chance d'aboutissement d'un tel fonds. On sait que les États, surtout les plus puissants, sont tous sur la défensive et vont faire la promotion de leurs propres industries pharmaceutiques. Donc, en considérant que les budgets de ces États-là ne sont pas illimités, donc ils vont se retrouver entre l'arbre et l'écorce à subventionner leurs propres industries et en même temps essayer de financer ce fonds mondial-là. Donc, comment conjuguer un peu les deux? Okay. Bien évidemment, ça c'est une question de volonté politique. Et toutes les questions qui relèvent du politique sont des questions délicates et puis périlleuses, puis qui sont conjoncturelles. Ça dépend de quel décideur politique qui est en place. Bien évidemment, ça serait beaucoup plus compliqué de demander aux États-Unis maintenant de participer à ce genre de fonds, mais c'est une idée, c'est une proposition qui ne se réfère pas aux individus.
bien évidemment, il y a des qui sont plus réticentes, mais qui demain pourraient être remplacées. Vu que c'est une dynamique politique, il faut plutôt conscientiser et puis convaincre les gens, les pays, les décideurs politiques que c'est important pour le pays et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. On essaie de convaincre les pays, les décideurs politiques qu'il va de soi que s'ils continuent à s'isoler, à travailler de leur côté, on se dirige vers un mur, on se dirige, c'est utopique de continuer. Plutôt, il faut conscientiser, sensibiliser tous les décideurs politiques de participer, de mettre en commun les moyens pour mettre au point des médicaments. L'exemple des recherches maintenant qui se font contre le coronavirus, je dirais de mon côté que c'est pathétique. Les pays se sont lancés dans une course contre la montre, une sorte de compétition pour que celui qui sera le premier est celui qui va remporter le trophée. On se retrouve donc maintenant les mêmes étapes qui sont faites par d'autres pays sont reprises par d'autres pays. Donc, c'est un gâchis de moyens, gaspillage de moyens, de ressources et de perte de temps incroyable. Si on coordonnait les recherches, je ne suis pas certain, mais tout m'indique qu'on aurait déjà avancé sur les vaccins ou les médicaments. Mais plutôt que de collaborer, chaque pays a financé son petit centre de recherche, ainsi de suite, et on est en compétition pour voir ce qui va remporter. Et les sommes investies individuellement sont importantes, mais plutôt, si on les met ensemble, ils sont importantes, mais individuellement, c'est ridicule, quoi. Ça ne peut pas avancer tellement la recherche. Et comme je vous l'ai dit, les pays ont tous les moyens, toutes les infrastructures juridiques pour utiliser un médicament qui sera trouvé par n'importe qui. Du moment que la pandémie a été déclarée par l'OMS, il n'y a plus de recours. On ne peut pas empêcher un pays d'utiliser le médicament qui sera mis au point pour le produire localement, au moins. Et puis, avec les mécanismes qu'on connaît, on pourra le produire aussi pour d'autres pays. Donc, le fait de continuer, parfois les décideurs politiques ne connaissent pas les arcanes juridiques qui se cachent derrière, ou s'ils le connaissent, ils font semblant de ne pas le savoir. À mon avis, celui qui continue à jouer cavalier seul, oui, il va gagner, bien évidemment, si le médicament ou le traitement ou le vaccin est produit en France, l'équipe qui l'aura trouvé aura au moins une renommée internationale, mais il ne va pas tirer beaucoup d'argent pour ça. Oui, si c'est pour seulement l'ego, oui, peut-être, mais ça serait aussi mieux de mettre de côté les égos des uns et des autres et de collaborer. Ça sera beaucoup plus intéressant. Les États-Unis, oui, c'est une grande puissance maintenant, peut-être pour les prochaines années, mais on ne sait pas. C'est le pays qui a été le plus touché par la pandémie que par rapport aux autres pays. Est-ce qu'il y a peut-être une raison? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique pourquoi les États-Unis ça devrait leur donner plutôt une leçon de collaborer avec les autres, puis de combattre les maladies à l'origine plutôt que de les attendre dans leurs frontières parce qu'après, c'est difficile à gérer. Ça m'amène à une question. Je vous écoutais parler. D'après vous, à combien seraient estimés les coûts de la mise en place d'un tel fonds et combien d'États seraient nécessaires pour au moins, au départ, là, mettre ça en place et peut-être créer un effet boule de neige. On sait qu'il y a l'initiative de l'Union européenne qui a eu une conférence sur le sujet il y a deux ou 3 semaines. Est-ce que ça vous semble prometteur? Et l'autre volet de ma question,
si vous regardez dans votre boule de cristal, quels sont les coûts qui seraient estimés, là, selon vous, en perte de vie, coûts financiers, de ne rien faire, de maintenir le statu quo? OK. Bon. Pour la première question concernant combien et quelle est la somme qui est nécessaire pour lancer un fonds, j'ai fait l'exercice lors de ma thèse pour évaluer combien ça nécessiterait et comment on pourrait y arriver. Je suis parti sur l'hypothèse que pas l'hypothèse, plutôt le constat ou l'évaluation que pour un médicament, un nouveau médicament, ça fait environ 1 milliard, 1 milliard et demi pour le mettre au point. Et je me suis dit que le projet pourrait financer, le fonds pourrait financer dans les 5 premières années, se donner l'objectif de financer ou d'entamer des recherches, au moins sur 5 ou 6 projets de recherche, en raison d'1 milliard ou de 2 milliards au maximum de dollars. Ce qui fait que, globalement, pour les 5 premières années, où on aurait besoin environ 10 à 12 milliards pour débuter le financement ou un tel projet qui va permettre au moins dans les 5 premières années financer les recherches de 5 projets innovants que le bureau exécutif aura décidé de financer. Ces 10 à 12 milliards, c'est des sommes que l'humanité peut mobiliser. Déjà, avec la réunion qui a réuni les dirigeants du monde pour financer, pour mettre au point les mécanismes de financement des vaccins ou des médicaments advenant leur existence contre le COVID, on en est rendu à 8,8 milliards. Et là, les États-Unis n'ont pas participé. Là, on parle seulement des acteurs, les pays, certains pays, le Canada, les pays européens, et puis les joueurs majeurs dans le domaine, la fondation Bill Gates. Ils sont arrivés à son montant. Donc, ce n'est pas des sommes prohibitives, ce n'est pas des sommes importantes qui pourraient empêcher de commencer. Mais au moins, l'idée serait là, au moins lancer 5 projets de recherche pour commencer. 10 à 12 milliards, c'est vraiment à la portée de l'humanité. Alors, le nombre critique des pays qui pourraient créer un effet domino pour que tous les autres suivent, ça, c'est une question bien évidemment plus difficile à répondre, mais bien évidemment, on imagine on connaît qu'il y a des pays qui sont remorqueurs, des pays qui remorquent les autres, des pays, le Canada, les États-Unis, bien évidemment, même si maintenant on sait que c'est pas un pays qui va participer à ce moment-là, mais quand j'ai fait ma thèse, on était sous l'administration Obama, c'était pas quelque chose qui était pas évident. Et puis, même les prochaines années à venir, les États-Unis ne vont pas rester enfermés dans le système auquel ils sont présentement. En tout cas, je l'ose espérer. Et puis, tous les pays européens, la Grande-Bretagne, et puis tous les pays scandinaves, et la Chine, bien évidemment. Et puis, la Chine n'est pas du tout réticente pour son genre de coopération. C'est un pays qui est ouvert à ce genre de mise au point, même s'ils sont réticents. Donc, du moment que ces pays remorqueurs s'engagent, ça va inciter les autres à participer. Mais bien évidemment, il faudra joindre plusieurs mécanismes pour attirer plus de pays, notamment permettre aux pays qui participent selon leurs moyens, selon les capacités financières, et ainsi de suite. Et l'idée d'une taxe internationale, par exemple, contre les produits qu'on sait que ces produits vont causer des maladies,
ou vont engendrer des problèmes de santé publique dans les années à venir. Par exemple, tous les produits sucriers, des tabacs, ainsi de suite, qui sont déjà financés, pourraient être un point de départ pour mettre au point son fonds, au moins pour commencer. Donc, des pays remorqueurs, et puis il y a d'autres pays qui vont suivre, bien évidemment, si l'idée est bien lancée. Mais ça, ce sont des détails qu'on pourra gérer une fois l'idée globale acceptée ou approuvée. Merci beaucoup, Dr. Baranianka. Je vois que Pierre Guimond, est-ce que vous parlez de remorque? Pierre Guimond soulignait dans l'onglet sur les questions que selon lui, cette remorque devrait être le G7. Donc, on va s'arrêter là. Je m'excuse à tous les participants là, qui n'ont pas eu, si je n'ai pas posé votre question, ils étaient très nombreuses, toutes aussi pertinentes l'une que l'autre. On a pu continuer encore très longtemps. Donc, je vous remercie. C'est maintenant avec grand plaisir que je redonne la parole à Caroline Richard, encore une fois, présidente de l'ACNU Québec, pour le mot de la fin. Alors, merci beaucoup, Éric. Donc, oui, au nom de toute l'équipe de l'ACNU Québec, je tiens à vous remercier chaleureusement, M. Baranianka, d'avoir accepté notre invitation à participer à ce webinaire en ligne. Merci d'avoir partagé les résultats de vos recherches. Par la clarté de vos propos, vous avez su offrir une conférence vraiment d'une grande qualité sur un sujet d'actualité qui nous touche et nous intéresse tous. Donc, ce fut vraiment agréable d'assister aux échanges. Hein. J'ai vu qu'il y avait une grande participation de la part de tous les participants. C'est très, très, très intéressant et c'était super apprécié et grandement instructif. Alors, merci beaucoup. Donc, je remercie également tous les participants sur la plateforme, également sur le Facebook en direct pour leur participation. Et d'ailleurs, j'ai le bonheur de vous annoncer en primeur la tenue de notre prochain webinaire en direct qui aura lieu le 22 juin prochain à 17h. Alors, nous aurons le plaisir d'accueillir M. François Audet qui viendra discuter du rôle de l'OMS dans la pandémie COVID-19. Alors, professeur à l'UQAM, M. Audet détient une vaste expérience dans le domaine de l'aide humanitaire et dans la gestion des risques et de la sécurité. La conférence sera présentée en collaboration avec l'Institut d'études internationales de Montréal ainsi que l'ACNU Grand Montréal. Alors, surveillez nos plateformes sur les réseaux sociaux, ce sera annoncé dans les prochains jours vous pourrez ainsi procéder à votre inscription à ce webinaire en direct. Je vous rappelle également la tenue de notre AGA qui aura lieu le 25 juin prochain dès 17h. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Et s'il y a des personnes qui ont des questions, je pense qu'ils ont la possibilité de me les poser via ma page Facebook ou alors en utilisant le lien sous la présentation. Je pourrai répondre, il n'y a pas de problème. Merci. Merci.